Cette nouvelle vidéo sera consacrée à un tableau surprenant de Rembrandt présentant un sujet mythologique et appelé L'enlèvement de Ganymède, peint en 1635. Avant de le présenter, il me faut d'abord évoquer l'histoire mythique de Ganymède. Elle est racontée par deux auteurs latins, Virgile dans l'Énéide et Ovide dans les Métamorphoses. Voici, à ce propos, quelques citations de ces deux auteurs, librement adaptées du texte latin par les traducteurs que j'ai consultés. Jadis, le roi des dieux, c'est-à-dire Jupiter, brûla d'amour pour Ganymède. Il prend la forme trompeuse de l'oiseau qui porte son tonnerre, c'est-à-dire l'aigle. Pendant ce temps, Ganymède est à la chasse. L'enfant royal, sous les frondaisons de l'Ida, de son javelot et de sa course, fatigue les cerfs rapides. C'est alors que survient le drame. Soudain, l'oiseau, fendant les airs, enlève le jeune Phrygien entre ses serres crochues. Les compagnons de chasse de Ganymède, en vain, tendent leurs paumes vers les constellations, et l'aboiement des chiens, furieusement, s'élève vers les airs. Maintenant qu'il vit au mont Olympe, Ganymède prépare les coupes et Jupiter reçoit le nectar de sa main, au grand déplaisir de Junon. Le mythe de Ganymède fut illustré à de nombreuses reprises au XVIe et XVIIe siècle. Ce fut en particulier le cas pour Michel-Ange Buonarroti, qui représenta deux des alternatives de ce qui aurait pu être la réaction de Ganymède lors du rapt. Sur ce premier dessin, une sanguine datant de 1528-30, Ganymède tente désespérément d'échapper à l'aigle en agitant ses deux jambes que l'aigle maintient dans ses serres. De même, il tente de délivrer son bras gauche que l'aigle a immobilisé dans son bec. Quant à son bras droit, il repousse l'aile de l'aigle pour l'empêcher de s'élever. Le second dessin à l'encre noire montre une autre alternative. Ganymède ne résiste pas. Son bras droit est posé sur l'aile en un geste d'acceptation, et son bras gauche s'appuie négligemment sur le cou de l'aigle. Quant à son regard, quasi extatique, il est dirigé vers la tête de l'aigle. Non seulement Ganymède accepte son sort, mais en plus, son corps entier s'offre à son ravisseur. Comme sur le dessin précédent, Ganymède est figuré nu, mais il porte une cape volant au vent, semblant participer aussi à l'élévation vers l'Olympe. Ces deux alternatives se retrouvent chez les peintres du XVIIe siècle, et en particulier dans un tableau de Rubens et sur un autre de Rembrandt. Je me propose de les comparer tant ils sont dissemblables, afin de faire ressortir l'étonnante particularité du tableau de Rembrandt. Le premier tableau, celui de Rubens, est nettement comparable au dessin de Michel-Ange. Les serres de l'aigle enserrent la cuisse droite de Ganymède ainsi que sa jambe gauche. Ganymède porte un carquois et une cape rouge. Le bec de l'aigle tient fermement la courroie du carquois. Ganymède appuie la main sur l'aile pour se tenir. Son autre bras accompagne son regard et se lève vers le mont Olympe, but de son voyage. Manifestement, Ganymède a accepté son sort et semble attendre de concrétiser sa relation amoureuse avec le roi des dieux. La représentation de l'enlèvement de Ganymède par Rembrandt
est aux antipodes de celle de Rubens et se rattache plutôt à la première alternative figurée par Michel-Ange, celle du rapt contraint. On dispose de deux états de l'œuvre de Rembrandt. Le premier est une esquisse à la plume, puis repris au lavis, montrant l'aigle enlevant un enfant. En dessous, deux silhouettes lèvent les bras au ciel, exprimant ainsi leur désarroi angoissé. Sur son tableau, Rembrandt insère l'aigle et l'enfant dans un décor coupé en deux par une diagonale. À gauche et en bas, un ensemble très sombre de montagnes où se distinguent à peine quelques murs et un arbre surmontant un probable toit de construction. Les deux personnages de l'esquisse ont disparu. À droite et au niveau de la partie supérieure du tableau est peint un ciel tourmenté comportant de lourds nuages noirs ne s'éclaircissant qu'à l'horizon. Une grande partie du corps de l'aigle se fond dans le ciel tourmenté et sur le plan sombre de la montagne. Seul ce qui est utile est mis en valeur, l'aile droite déployée, la tête de l'aigle et une serre. Dans cet environnement sombre, conformément à la technique du clair-obscur qui met en valeur l'essentiel, le corps de l'enfant est violemment éclairé. Ganymède n'est pas figuré comme un beau jeune homme, comme les textes de l'Antiquité le décrivent, mais comme un petit enfant que l'on vient peut-être de sortir brutalement de son lit. Son visage en pleurs est déformé par la peur. C'est aussi la peur qui le fait uriner, comme en témoigne le jet peint en blanc qui se perd dans la nature. L'aigle a enroulé sa patte sous le bras droit pour le tenir. Au moyen de son bec, il a agrippé la tunique grise de l'enfant, ce qui a dénudé le reste de son corps. C'est d'ailleurs sur cette tunique que Rembrandt a apposé sa signature. La signification de ce tableau est assez énigmatique, surtout par comparaison avec l'œuvre de Rubens peint à la même époque que celle de Rembrandt. Certains ont expliqué que Rembrandt a voulu tourner en dérision les concepts culturels de la Renaissance italienne, orientés surtout vers l'imitation de l'Antiquité. Dans les rares tableaux qu'il a consacrés à la mythologie, Rembrandt a manifesté une compréhension limitée de ces sujets. Il n'a d'ailleurs pas accompli le voyage en Italie, comme le faisaient beaucoup de ses contemporains, préférant probablement la civilisation des Provinces-Unies à celle de la contre-réforme catholique d'Italie.